Ok, bonjour. Bonjour, est-ce que je vois pas trop bien la salle là. Est-ce qu'on a du monde dans la salle? Bonjour. Ah, voilà, là j'entends. Alors, je m'appelle Wim Biacob, je vais être votre modérateur pour cette session dédiée aux Smart City et à l'urbanisation durable. On a à peu près 90 minutes à passer ensemble avec deux experts qu'on va présenter tout à l'heure, mais j'aimerais commencer cette session de manière un petit peu différente de ce qui se fait traditionnellement. À nouveau, on est au Med Days, année 2025, c'est la 17e édition des Med Days ici à Tanger. Et ce que je voulais faire pour commencer, c'est de vous demander, vous, public qui êtes là aujourd'hui, quand on parle de smart cities, quand on parle d'urbanisation durable, à quoi ça vous fait penser? Alors je ne sais pas, je ne vois pas bien, donc je ne vois pas trop s'il y a des gens dans la salle qui peuvent nous aider, mais s'il vous plaît, je vais demander aux gens qui sont assis en face de moi. Je vois des demoiselles là par exemple. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me dire, quand on parle de smart cities et villes et urbanisation durable, à quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'ils me voient? J'adore parce que tout le monde regarde là-bas maintenant. Il n'y a plus personne qui veut parler. Tiens, je vois un monsieur là. Attends. On va faire différemment parce que là, comme j'ai dit, ce panel, il ne va pas être comme les autres. C'est moi qui le fais, donc il va être différent. Venez là. Ok? Donc Smart Cities et développement, urbanisation durable. Ça vous fait penser à quoi? C'est- Oui, bonjour à tous. Je suis Imad Yousfi, expert en intelligence artificielle et coach. Donc, je travaille aussi au domaine de la logistique, ça fait 15 ans. Donc, concernant ce sujet de Smart Cities, je crois que ce sont des vies qui vont être connectées donc, à l'Internet. Donc, surtout maintenant, on est en train de se développer. Et la 5G, c'est lancé à notre pays. Donc, on peut dire que ce sont des machines qui vont être connectées. On va être connecté partout, bien sûr. Et on va utiliser des objets qui vont être connectés, connectés entre eux. Donc, c'est l'Internet of Things. Euh, oui. On va malheureusement être obligé de limiter l'intervention à 1 minute. Parce que là, vous nous avez donné beaucoup d'informations et je vous en remercie. Mais on va revenir après vers vous. J'ai envie d'entendre une autre voix, une voix féminine notamment. Je vois des gens là-bas. Est-ce qu'on peut avoir un micro, mademoiselle la registrice? Là-bas, là, il y a des dames là en face. Donc la question pour ceux qui viennent d'arriver, 90 minutes on va passer ensemble. On parle aujourd'hui des smart cities et de l'urbanisation durable. Et ce que j'ai envie que ça soit, cette session, c'est pas one way comme on dit en anglais, c'est pas une version unilatérale, ça va être un échange. Et j'ai envie de vous entendre vous d'abord, et ensuite on va passer aux spécialistes. Donc la question c'est, quand on parle de smart cities, quand on parle de urbanisation durable, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut donner le micro là-bas? Ouais. Ah, merci. Vous Pour pouvez les vous smart... lever, s'il vous plaît? Oui. Levez-vous, parce que, et qu'on sache qui vous êtes, allez-y. Bonjour, je m'appelle Zineb. Ok. Pour moi, les smart cities, c'est peut-être des villes qui vont être durables, qui vont respecter l'environnement Mhm. et qui n'auront pas de pollution, qui auront une technologie qui va durer dans le temps et qu'on ne va pas devoir rénover toutes les années comme on fait actuellement. Ok. Donc durabilité, vous avez parlé de la dimension climatique et écologique. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez passer le micro à la demoiselle qui se cache là? Mais justement, ou le monsieur qui sait, je ne vois pas, excusez-moi. Allez-y. Oui, bonjour à tous, je Ouais. suis Rim. Et concernant votre question, je pense bien à la technologie, au développement et aux énergies renouvelables qui présentent une nouvelle source d'énergie qui va peut-être remplacer les anciennes énergies. Comme Très bien. Donc technologie, développement durable, énergie renouvelable. renouvelable. Je crois que c'est ce que vous avez dit, hein. Ok. On passe le micro peut-être à côté ou derrière, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Tout le monde a peur de parler. Mais justement, donnez le micro aux garçons là. Les garçons derrière vous. Ils sont un peu. Je ne vois pas bien. Ou devant la demoiselle. Allez-y. À qui, monsieur?
À qui on donne le micro? Je vois pas. Tiens, il y a un monsieur qui fait un sourire là, je crois. Je vois pas bien, mais en face. Là, en face de moi, il a des lunettes. Pardonnez-moi, je vois pas bien avec le retour lumière. Allez-y, monsieur. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je viens de Mohamed. la part de l'IFEMSA Morocco. Vous venez de là? IFEMSA Morocco, la International Federation of Medical Student Association. Ok. Et du coup, pour moi, quand j'entends Smart Cities, je pense plutôt à l'accomplissement des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ok. Il y en a combien? 17. 17, très bien. Allez-y. Donc, c'est à ça ce que je pense, vu qu'on travaille main à main avec l'OMS et les Nations Unies. Donc, pour moi, c'est important pour l'accomplissement de l'agenda 2030. D'accord. Donc les 17 objectifs de développement durable, c'est comment dans le développement des smart cities et de cette urbanisation durable, comment atteignons-nous ces objectifs de développement durable? C'est ça? Oui. Ok. Ça, vous allez retenir les deux experts parce qu'il faudra répondre à ces questions. Je voudrais qu'on passe devant. Je crois que j'ai deux demoiselles devant moi là. Si vous voulez leur donner à l'une des deux le micro, je crois qu'elles ont des lunettes. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole, mesdemoiselles ou mesdames? Non? Ok, elles sont un peu shy, elles sont un peu timides. Mais monsieur, voilà, super. On a un monsieur là qui prend la parole, allez-y. Pardon. Si vous voulez bien vous lever, monsieur. Très bien. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. je suis Ahmed, Ahmed. enseignant-chercheur à l'université Ibn Tufayl. Où ça? À l'université Ibn Tufayl à Kenitra. Ah, Kintra, ouais. Très, très bien. Et Toufel, bien sûr. Voilà. Donc, pour moi, une ville, Smart City, une ville durable, ça fait allusion à deux concepts très intéressants, à la fois la technologie et la durabilité et le respect de l'environnement. Quand on dit Smart City, ça fait bien sûr, on fait appel à tout ce qui est en lien avec la technologie et la performance. Ok. Voilà. Et bien sûr, c'est une ville qui respecte les besoins de la population locale. Ah, intéressant. Voilà. Vous êtes le premier à dire un mot-clé, population. Voilà. Donc ça, c'est Personne pour moi- jusque-là parlait de l'être humain. Alors que Exactement, c'est au parce cœur que- de tout. Hein. Exactement. Allez-y, allez-y. Voilà, donc ça, c'est un... sans prendre en considération les besoins réels de la population. Et donc parfois, même si c'est une ville moderne, mais elle ne respecte pas les vrais besoins de la population. Ok, Voilà, c'est un très très bon point. Je vous remercie d'avoir parlé du capital humain. Alors, un sondage peut-être pour vous qui êtes ici. Pensez-vous qu'aujourd'hui, au Maroc, nous avons quelques villes qui peuvent être qualifiées de smart cities? Levez la main si vous pensez qu'aujourd'hui, au Maroc, on a Tanger, Casa, Rabat, une ville parmi celles-là, Fès par ailleurs, qui peut être considérée comme une smart cities. Il n'y a personne. Waouh. Ah si, une personne. Vous pensez qu'aujourd'hui, donc ça veut dire que la majorité d'entre vous pensez qu'aucune de ces villes n'est une smart city. Oh là, d'accord. Bon, c'est intéressant ça. Il n'y a personne de la mairie de Tanger ici? Non. Ok. Ah si, vous êtes de la mairie de Tanger? Vous êtes de la mairie? Ah ok, d'accord. En tout cas, vous avez un message intéressant ici. La majorité des gens estiment qu'aucune des villes marocaines n'est aujourd'hui une smart city. Je suis content d'avoir aujourd'hui Christophe ici parce que lui, il est en charge de RATP Dev du côté de Casablanca. On va en parler. Alors merci à tout le monde pour cette participation. Alors, on va maintenant passer à nos experts. Je suis très très honoré d'avoir deux experts en général de RATP Dev, c'est lui qui a développé le tramway de Casablanca. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Christophe. Voilà. Et à côté, il nous vient du Bénin, un designer architecte. Il a fondé et développe aujourd'hui une
entreprise qui est sur plusieurs bureaux, d'ailleurs pas seulement à Cotonou, Bénin, d'où il est originaire, mais également en Côte d'Ivoire. Il a étudié, travaillé à l'international, en Europe, au Japon. Il m'a dit ça tout à l'heure, je ne l'ai pas cru, on va le tester sur son japonais. Il a travaillé, maintenant, aujourd'hui, il travaille avec la mairie de Cotonou. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Romary Atoké. Bon, alors, on va commencer avec Christophe. Christophe, RATP Dev, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites du côté de Casablanca? C'est mieux. RATP Dev, filiale du groupe RATP que je pense à peu près tout le monde connaît dans la salle, puisque opérateur historique et depuis plusieurs... Est-ce que tout le monde connaît dans la salle? Est-ce que vous connaissez RATP à Paris qui Pas forcément, opère non. tous les métros, les tramways et les bus de la capitale parisienne. Donc RATP, l'entité, la régie qui s'occupe des transports urbains de la ville de Paris, et ils font principalement les métros. Mais ils ont une expertise également au niveau du transport urbain sur les tramways, pour faire simple. On fait tout, métro, tramway, bus, BHNS, des gros bus avec des corridors spécifiques. On fait des navettes fluviales. On fait du transport interurbain avec des RER, par exemple, et des choses comme ça. RATP Dev est une filiale du groupe RATP et on opère à Casablanca le tramway et le busway, ce qu'on appelle le busway, à Casablanca depuis 2012. Donc ça fait 13 ans. On va fêter les 13 ans d'ailleurs dans quelques jours, puisque notre anniversaire est le 12-12-12, la mise en service du tramway à Casablanca par Sa Majesté Mohamed VI le 12 décembre 2012. Donc ça fait 13 ans qu'on opère le réseau de Casa, qui a beaucoup évolué depuis 2012 évidemment. On avait une ligne au début, aujourd'hui on en a 6. On a multiplié par 4 ou 5 le nombre de personnes transportées. On transporte près de 500 000 personnes par jour, rien que sur les lignes de tramway Ça et c'est de où? BHNS. 500 000 personnes par jour ou? Juste à Casa. À Casablanca, chaque si jour. je vous parle de Paris, on est... Non, nous on s'intéresse au Mais Maroc. moi je m'intéresse Donc, au Maroc, ouais. à Casa, au Maroc et à l'Afrique. 500 000 personnes par jour Le transportées. réseau de Casa avec les bus transporte près d'1 million de personnes par jour à Casablanca. Alors c'est 500 ou 1 million, pardon? 500 pour le tramway et les busways et à peu près l'équivalent pour les bus, Waouh, les ok. bus normaux. Donc ça fait un total d'1 million, à peu près d'1 million de voyageurs Waouh. transportés par jour. Pardon. Donc Excellent. voilà ce qu'est notre métier. Notre métier, c'est de transporter les gens tous les jours pour aller à l'école, pour aller à l'université, pour aller au travail, pour aller rejoindre sa famille, et essayer de désenclaver. J'ai bien aimé la question du démarrage sur la Smart City parce que ça a fait sortir pas mal de choses. Smart City, c'est pas que du... On en parlait tout à l'heure en aparté. Ce n'est pas que de la data et de l'informatique, c'est aussi de l'inclusion sociale, c'est aussi bouger des populations, connecter des populations entre elles, connecter des populations avec le travail, avec l'école, avec l'éducation, avec le savoir. Pour moi, c'est ça aussi une Smart City. Mais quelque part, ça a été aussi un peu dit parce que tout le monde n'a pas répondu à votre question en disant c'est de l'informatique et de la data. Parce que c'est quoi de la data, quoi. Ouais, on a eu des réponses très riches, hein, je pense, de chacun des gens, et j'espère que dans les 55 minutes qui nous restent, on va pouvoir aborder chacun des sujets. Une question avant de passer à Romaric. On vous transportez 1 million de personnes chaque jour à Casablanca. Pour ceux qui connaissent Casa, c'est un peu compliqué le matin. Moi, je commence à 6 heures, comme ça, j'essaie de ne pas rester dans les embouteillages. Quel est le challenge essentiel quand on essaye de faire bouger 1 million de personnes à des heures de pointe et quand on a à manager plusieurs modes de transport, en l'occurrence le tram, le bus, etc. Notre métier, c'est l'organisation. C'est d'être organisé parce que ça doit être une machine très très bien huilée, très très bien organisée pour que chaque matin et pendant toute la journée, on puisse transporter ce nombre de personnes sans accroc. Il faut que ce soit fluide, il ne faut pas qu'il y ait d'incidents, il faut minimiser les incidents techniques. Si on en a, parce que ça arrive, il faut savoir réagir. Donc on est un métier d'organisation, d'anticipation et de procédure. Et notre challenge à Casablanca en particulier, c'est cette densité et cette
quelque part un peu cette désorganisation qu'il y a sur le trafic routier. C'est incroyable le Kazan. Parce que le tramway n'est pas un métro. Mm. Le métro autant est en tunnel et ne voit jamais le trafic routier et le reste de la ville, le mouvement de la ville. Autant le tramway est en pleine circulation et en surface et en pleine circulation. Donc notre challenge premier pour répondre à votre question, c'est de gérer les populations, de gérer les mouvements et le trafic et les incidents et les accidents qu'on peut avoir avec le réseau routier notamment. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec la NARSA au Maroc, qui est l'agence nationale pour la sécurité routière. Et on a des partenariats avec eux pour essayer d'améliorer ça tous les jours. Ok. Ben justement, sur la partie amélioration, on va y revenir parce que j'ai plein de questions pour vous. Éléments de contexte pour le public aujourd'hui. L'urbanisation s'accélère de manière extraordinaire, vous le savez. On a de moins en moins de gens qui vivent dans les campagnes et de plus en plus de gens qui vivent dans les villes. On annonce un chiffre qui est le suivant, 66%. 66% des gens sur la planète, en 2050, vivront dans les villes. D'accord ? 66% des gens en 2050 vont vivre dans des villes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça amène des challenges extraordinaires. On a parlé d'infrastructures, il y a quelqu'un qui a parlé de technologie, de connectivité, de population. Comment faire en sorte que les gens soient bien dans ces villes ? D'inclusion. Christophe a parlé d'inclusion. Et l'une des réponses à tout ça, c'est bien entendu designer les villes, l'architecture. Et en l'occurrence, on a un expert ici. Romaric, merci d'être venu. Vous êtes venu du Bénin, je crois, c'est bien ça, hein ? C'est bien ça, oui. Ouais, venu de Cotonou, donc fondateur de Global Archi Consult. Aujourd'hui, vous pouvez nous parler peut-être, avant de commencer, de l'activité de votre entreprise Global Archi Consult. Alors, merci encore une fois pour l'invitation. Merci aux organisateurs. Global Archi Consult aujourd'hui est une agence qui est principalement basée à Cotonou depuis 2016. Mais qui, depuis 2024 aussi, est basé à Abidjan, et depuis 2013, puisqu'on a commencé là-bas, qui est basé en France également. Donc on est tant en France que dans 2 pays sur le continent africain. Toutefois, nous travaillons dans toute la région ouest africaine et dans quelques pays en Afrique centrale. Et notre principale activité, c'est l'architecture. Donc on fait toute la maîtrise d'œuvre complète. On fait aussi des accompagnements en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée. Et on travaille aussi sur des questions urbaines, d'autant plus qu'on a cette casquette de spécialiste sur Smart City, puisqu'on a travaillé pendant plusieurs années avec l'agence de développement de Semen City, qui est une agence qui est en train de mettre en place aujourd'hui au Bénin une Smart City, justement sur près de 400 hectares. Attendez, Romaric, parce que là, vous allez déjà dans Semen City. On ne sait pas. Qu'est-ce que quelqu'un connaît Semen City ici ? On va y revenir. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on revienne sur Semen City, parce que c'est une étude de cas extraordinaire, il y a plein de choses à nous enseigner là-dessus. Moi, ce que je voudrais venir, c'est, on va garder la grande image, comme on dit en anglais. Non, laissez allumer là, on va parler, voilà. Bon, donc là, on a parlé d'architecture, ok ? On a parlé d'urbanisation, on a des challenges extraordinaires. Comment vous, avec votre expertise, vous nous aidez à trouver des solutions pour que demain, l'urbanisation en 2050 soit cohérente ? Alors merci. Justement, parlant d'urbanisation, je pense que dans les réponses qui ont été évoquées, il a été abordé. Après, juste en fait, sur la dimension urbaine, il faut ajouter, aussi tout ce qui est mobilité, d'accord, que ce soit des biens et des personnes, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ont répondu data, technologie, mais aujourd'hui, l'utilisation des matériaux locaux également est aussi dans une dimension qui répondent d'ailleurs aux 17 ODD qu'a souligné un intervenant tout à l'heure. Quel type de matériaux locaux ? Vous avez, je prends le cas du Maroc puisqu'on y est, ancestralement on utilisait des parpaings banchés. C'est bien d'utiliser des matériaux locaux, pour plusieurs raisons. Je vous écoute. Déjà parce qu'au lieu d'importer d'autres matériaux comme du placo-plâtre, du BA13 avec de l'isolation, de la laine de verre ou de roche et autres, aujourd'hui on peut faire de l'isolation
thermique avec rien que de la paille ou de la chaux. Et c'est ce qui fait que je sais qu'il y a une méthode ancestrale ici au Maroc. Pour conserver en fait des produits frais, on les met dans des jarres qui sont parfois troués. Donc ça, c'est une méthode qui existe depuis des lustres. On n'a pas réinventé la roue. Donc il y a plein de méthodes aujourd'hui qui sont plein de matériaux qui sont à proximité, sauf que la technologie aujourd'hui justement et la globalisation fait qu'on fait recours à des matériaux qui sont de plus en plus importés. Bon, après ça, c'est une autre dimension qu'on peut aborder tout à l'heure. Ouais. Alors moi, je vais compléter ça parce que c'est très important. Ce qu'il vient de dire différemment, c'est que on va puiser dans notre histoire, dans notre culture, pour trouver des solutions. Donc, puiser dans notre histoire, dans notre culture, pour trouver des solutions à des problèmes modernes. C'est ce qu'il vient de dire. Donc, le Maroc, vous avez donné deux exemples, pardon. La deuxième chose que vous n'avez pas dit, je crois, c'est la dimension bénéfice économique. Puisqu'au lieu d'importer dans certaines contrées, l'Europe ou autres, on va produire en local. Donc il y a une dimension de création d'emplois, me semble-t-il. Et le dernier point, le 3, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la dimension durable. Donc c'est effectivement être dans l'écologie et faire attention à notre empreinte carbone. Est-ce que je peux me permettre de dire ça, Romaric? Si, on peut dire ça, parce qu'évidemment, moins on importe, mieux la terre se porte. Et quand on parle de data, beaucoup on parle de data. Aujourd'hui, on sait tous que la data a besoin d'énergie. Et pour l'énergie, il faut des centrales nucléaires ou tout au moins des champs de panneaux solaires. Je connais bien le projet à Ben Guerir, où on a une grosse centrale justement solaire, des fermes solaires. Dites-nous, c'est quoi ce projet avec Ben Guerir? Parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant. À Ben Guerir, vous avez l'université Mohamed VI, l'université polytechnique de Mohamed VI, qui aujourd'hui est une référence en Afrique, qui réunit pas mal de pôles. Plein d'étudiants, de chercheurs quittent l'Afrique subsaharienne ou même de l'étranger en Occident pour venir soit faire de la recherche ou suivre une formation. Et justement, dans ce même Ben Guerir, vous avez en fait une ferme solaire qui justement est très très grande et qui justement répond aux besoins énergétiques non seulement de la ville, mais c'est déjà une approche inclusive qui montre que tout cela est possible. Parce que sans l'énergie, on ne peut pas parler de data center dont on a besoin pour sauvegarder justement la data. Donc il n'y a pas que la partie data. On ne voit pas l'autre côté de l'iceberg la plupart du temps. Absolument. Tout le monde sait où est-ce que est Ben Guerir ici? Levez la main si vous connaissez Ben Guerir. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. 40%, même pas 30%. Ben Guerir, il faut visiter, hein. C'est à côté de Marrakech, c'est magnifique. Hein. Pour ceux qui aiment la kefta, il y a un endroit là-bas extraordinaire, hein. Je vous le dis, moi. Bon, oui, allez-y. Et puis un autre exemple que j'aimerais quand même donner, je pense que beaucoup le savent, mais ils ne l'ont pas souligné, c'est la Smart City de Zenata, qui est une Smart City qui est très fonctionnelle. J'ai eu l'occasion de la visiter quand on faisait le road trip il y a 3 ans de cela. Donc c'est une très belle, c'était à l'étape embryonnaire. Aujourd'hui, ça s'est très développé, tant sur la mobilité douce que sur les infrastructures qui sont passives et qui respectent justement l'environnement, dont les 17 ODD. Donc il y a de très belles initiatives ici au Maroc dont on peut se servir et qui nous permettront de faire des échanges sud-sud. Moi, je suis très content que vous ayez mentionné Zenata. Zenata, pour ceux qui ne connaissent pas, à côté de Casablanca, historiquement parlant, Zenata, c'était une cité dortoir. Donc un endroit qui était particulièrement pauvre, où les gens venaient pour dormir parce qu'ils ne pouvaient pas se payer des logements à Casablanca. Et là, sous l'impulsion de la CDG, donc la Caisse de dépôt et de gestion au Maroc, ils ont refait la ville, une nouvelle idée de l'urbanisation avec des terrains de jeu, des super logements et bien entendu l'exemple que Romaric vient de donner. Donc super exemple Zenata. Alors Zenata, exemple extraordinaire d'urbanisation quand même. Hein. Donc là, quand on pense à Zenata, forcément c'est à côté de Casa. Je suis obligé d'aller du côté de chez Christophe. Christophe, on a parlé d'urbanisation, on n'a pas parlé d'urbanisation transport. Donc imaginez le système de transport, la mobilité des gens, etc. Quand vous regardez, ça fait 5 ans, hein, 5 ans à la tête de RATP Dev du côté de Casablanca. Quels sont les enseignements clés que vous tirez de ces 5 ans à développer le transport et à faire bouger au quotidien les Casablancais? L'enseignement numéro 1, les questions ne sont pas du tout préparées, j'aime bien avec lui. Parce que ah ouais, non, mais moi, ça là, moi j'ai jeté à la poubelle. Moi, j'ai pas, moi c'est du live, on est dans le concret. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé alors moi je suis là depuis 5 ans, mais RATP, et on gère le réseau depuis 13 ans, depuis 2012.
on a quadruplé ou quintuplé le nombre de personnes transportées. Et je l'ai vu à Casa, mais on le voit dans d'autres villes, où des villes dans lesquelles on arrive et on crée un réseau de transport, on transforme entièrement la ville. Le transport est un peu la colonne vertébrale de tout ce dont on parle, parce que ça ne sert à rien d'urbaniser, de construire des immeubles, des hôpitaux, des choses comme ça, s'il n'y a personne et si on ne peut pas bouger les personnes. Moi, ce qui m'a frappé le plus à Casablanca, là je ne repars pas les 5 ans, mais je repars en 2010, en 15 ans, la ville a totalement été transformée grâce à la structuration du transport public. On a réussi à désenclaver certains quartiers. Il y avait des gens qui mettaient à l'intérieur même de Casa, je pense à des endroits, des quartiers comme Ulfa ou Erarma, qui mettaient 2 heures ou 2 heures et demie pour venir travailler au centre-ville de Casa. On parle de gens qui sont des chauffeurs ou du personnel de nettoyage, de choses comme ça, qui mettaient 2 heures et demie pour venir et 2 heures et demie pour repartir. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on a simplifié la vie de ces gens. Donc on a touché et les populations en désenclavant certains quartiers et en leur donnant accès ou un accès plus facile au travail et à de la ressource pour eux, personnelle. Et en même temps, ça a transformé les quartiers de la ville parce que ça les a connectés. Ça a relié la ville et ça a fait un tout. Est-ce que vous avez justement connecté ces quartiers qui étaient enclavés? Moi, je pense, par exemple, je connais bien la zone de Rheinchock. Ouais. Est-ce que tout côté Rheinchock, ça a été un peu désenclavé versus Bourgogne, qui est beaucoup plus connecté au reste de la ville? Maintenant, avec le réseau qui a 4 lignes de tramway et 2 lignes de busway, oui, on peut parler maintenant d'un vrai maillage. Et à peu près tous les quartiers, y compris Rheinchock, sont... alors c'est récent, puisque Rheinchock a vu les lignes de tramway arriver l'an dernier. Oui, je sais. Les lignes T3 et T4. Ouais, absolument. T3 plutôt. Oui, la majorité de ces quartiers, à mon sens, ont été désenclavés. Et il y a eu une vraie révolution en 15 ans. En 15 ans, on est passé d'une ville où il n'y avait quasiment aucun transport en commun. Pour ceux qui connaissaient, il y avait quelques bus, mais c'était très compliqué, le transport en bus. À aujourd'hui un réseau où on a près de 100 km de voies réservées, de tramway ou de busway. On a 150 stations, donc ça veut dire qu'on a un point de connexion à un réseau de transport qui est quasiment à côté, à moins de 400-500 mètres, si je me rappelle bien, de chaque personne dans Casa. Donc ça transforme et la société, la ville, oui, architecturalement aussi, puisque après ça s'accompagne, j'imagine, de nouveaux immeubles, de nouveaux services, et ainsi de suite. Mais ça transforme profondément, à mon sens, la société. Et le quotidien des gens. Et le quotidien des gens, et donc la société elle-même. Et c'est un peu ça l'ADN de gens qui travaillent dans le transport public, en tout cas chez RATP. C'est notre ADN, c'est le service public. Oui. Alors si c'est OK, moi je vais demander au public, puisque là on a dit que Casa a été transformé par votre action. Est-ce qu'il y a des gens de Casablanca dans la salle? Ah, une dame de Casablanca, bonjour. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais vous habitez à Casablanca, dans un certain quartier. Voilà. Est-ce que vous utilisez les transports publics aujourd'hui? C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ok, attendez. Parce que je ne sais pas si y a des messieurs là-bas, il n'entend pas. Alors, je vais vous demander, est-ce que monsieur, je peux vous demander de lui donner mon micro? Merci. Oui, je disais, j'ai vu beaucoup de changements par rapport au transport public ces dernières années, où déjà la qualité des moyens de transport est meilleure, aussi l'accessibilité, et aussi l'offre qu'il y a maintenant, elle est encore plus, c'est plus disponible pour le public, non seulement pour les étudiants aussi, pour qui c'est très important pour accéder aux écoles, aux universités, mais aussi pour les gens qui
résident un peu loin de là où ils travaillent. Donc je trouve que c'est quelque chose qui a aidé un peu, je dirais, l'économie même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont la volonté aussi de partir pour travailler, pour chercher, pour aussi la circulation. Donc, même si je n'utilise pas, mais j'observe cette qualité de moyen de transport qui est meilleure. Voilà. Merci. Merci à vous. Elle ne travaille pas avec moi. Vous travaillez avec Christophe en fait. Non, c'est non, ça non. C'était organisé tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens de Casa ici ou pas? Non? Personne de Casablanca? Bon. Ah si, monsieur? Vous êtes de Casa? Ok, où ça? Ah, d'Arboisa. C'est bon, c'est Donnez-lui Casa. le On micro, va il vient considérer que c'est d'Arboisa. Casa. On est obligé de lui donner le micro là. Allez-y monsieur, alors, quel est votre témoignage? Bon, ce qui a été dit, je confirme effectivement. J'ai suivi de près tout le développement qui a été fait à Casablanca. On peut dire que ça a été transformé totalement, que cette transformation au niveau du transport, ça rejaillit sur l'élément humain, ce qui a été dit. Et ça a été traduit par une mobilité extraordinaire pour tout le monde. Alors maintenant, Casablanca, ce n'est plus les centres que vous avez cités. C'est vrai, c'est le centre. Mais en fait, aujourd'hui, on parle du Grand Casablanca. C'est que dans le cadre du schéma directeur qui a été fait, c'est qu'il y a un développement donc, de tout un ensemble de villes satellites autour de Casablanca. Il y a Casablanca, et puis il y a Noissair, il y a Mediouna, il y a Mohamedia, il y a Darboisa, etc. Et qui sont des régions qui sont importantes. Alors, ma question, je profite de l'occasion qu'il y ait un responsable du transport de Casablanca, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de Casablanca, ça a été développé, et qu'en fait, les grands nerfs, notamment les grandes lignes qui ont été faites, arrivent à Rahma, par exemple. Est-ce qu'il y a une réflexion pour faire en sorte que le point final, qui est à Rahma, soit un point de départ pour une nouvelle connexion avec les villes satellites qui sont autour? Par exemple, à Rahma, c'est Darboisa, c'est Had etc. De l'autre côté, c'est la même chose, donc vis-à-vis de Mediouna, etc. Parce qu'aujourd'hui, Casablanca, c'est bien, mais au niveau des villes satellites, le problème est vraiment posé. Et on assiste aujourd'hui à un transfert de la population vers ces villes satellites. Et donc le problème a été déplacé. Est-ce que c'est votre... Je peux répondre. Ouais. C'est pas chez nous, mais je peux répondre. Il y a effectivement un projet qui s'appelle le RER de Casablanca, le RER comme réseau express régional, comme le RER parisien, avec 5 lignes qui ne seront pas opérées par nous, mais qui seront un projet ONCF, et qui sont plus que sur la table, puisque les constructions ont commencé, ou les reconstructions, puisqu'il y a une partie des lignes ferroviaires qui existaient déjà. Mais oui, il y a un projet de RER qui va venir connecter Casablanca à ces villes satellites dont vous parlez. Alors peut-être pas toutes, j'ai pas tout le projet en tête. Had-Soualem, tout ça, je sais pas. Mais Mohamedia, oui. Mediouna, oui. L'aéroport. Alors vous allez me dire, l'aéroport est déjà desservi, mais l'offre va être totalement revue, renouvelée, réinventée et modernisée pour un meilleur service. Je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, juste avant. Donc oui, il y a un projet comme ça. C'est plus qu'un projet puisqu'il a commencé, il est dans le giron de l'ONCF et il doit être mis en service avant 2030. En tout cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quand même 2 témoignages très positifs de la mobilité. On dit que Casa est un bel exemple, il y a beaucoup de transport, mais je reviens au début de cette conversation, la majorité d'entre vous, sauf une personne, je ne sais plus laquelle, a dit qu'il n'y a aucune ville au Maroc qui peut être considérée comme une smart city. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc c'est bien, non mais ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça veut dire que c'est intéressant la perception, parce que quand on parle smart city, on parle forcément transport, on pense forcément technologie, data, etc. On ne pense pas mobilité. Donc peut-être qu'à la fin de cette conversation, il nous reste 34 minutes, peut-être qu'on va dire qu'au Maroc, on a peut-être des smart cities, je ne sais pas. En tout cas, Monsieur Atouké, on a mis le focus là beaucoup sur le Maroc avec l'exemple de Casablanca. Moi, j'ai envie de prendre l'avion, aller dans notre Dahomey finalement, hein, le royaume.
Effectivement. Voilà. On va au royaume du Dahomey, à savoir la République démocratique du Bénin. Et effectivement, la capitale Cotonou, pardon, c'est pas la capitale Cotonou. Ouh là là. Économiquement, c'est Cotonou. Ouais, mais la capitale est Porto-Novo. Voilà, exactement. Donc, moi, je voulais qu'on parle de l'exemple de Sémé City, puisqu'on a fait un focus étude de cas Maroc. Essayons de prendre de la hauteur. Allons du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parlez-nous de Cotonou et de Sémé City, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, Cotonou, c'est la capitale économique, puisque la plupart des infrastructures publiques y sont. Et je pense que les mêmes problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, on les connaît. Dans les métropoles africaines, c'est plus ou moins la même chose. Il y a ce nœud vibrant qui est la métropole, la capitale, où il y a quand même une convergence, tous les flux qui viennent. Après, il y a l'autre dimension de la mobilité douce qu'on essaie de mettre en place, qui malheureusement dans nos pays n'est pas encore très développée. Mobilité douce. Mobilité douce. Qu'est-ce que ça veut dire ? La mobilité douce, si vous voulez, en fait, c'est quand vous utilisez une trottinette plus ou moins électrique, vous pouvez marcher, voilà, tout ce qui ne dégage pas, en fait, si vous voulez, qui ne pollue pas. En gros, c'est la mobilité douce. Donc, je pense que quand vous prenez le tram, c'est la mobilité que je vais qualifier de douce. Après, le bus qui dégage quand même, c'est moins doux que le tram. Après, quand vous utilisez une trottinette ou des patins, des rollers, des trucs comme ça, c'est la mobilité douce. Et c'est ce vers quoi on peut tendre. Mais aujourd'hui, on a ce mal-là parce qu'il ne faut pas, effectivement, quelqu'un en a parlé, les copier-coller en fait, d'autres milieux ne peuvent pas s'adapter forcément à nos contextes. Je prends le cas de Cotonou, par exemple. Ce n'est pas comme à Ouaga ou à Dakar où on a encore des chevaux ou des ânes qui servent encore de transport dans ces métropoles-là. Par exemple, pour transporter des ordures, pour transporter de la marchandise dans les capitales, de Dakar comme Ouagadougou, c'est ce que vous avez. À Cotonou, on ne l'a pas. Parce que c'est interdit ? Non, chez nous, ce n'est pas interdit, sauf que ça n'a pas été développé. Okay. On est encore sur des taxis moto à 2 roues, ce qui pollue et qui n'est pas vraiment compatible avec justement le développement durable. Donc tout à l'heure, on a parlé de transport de personnes, mais on n'a pas parlé de transport logistique et de biens. Parce que quand vous avez dans une ville, il n'y a pas les fermes dans les villes. Les fermes sont en dehors de la ville. Donc comment vous faites pour transporter la tomate ou voilà, les légumes de la ferme à la ville, donc de la ferme dans votre plat ou au restaurant où vous allez manger, comment vous faites? Il y a toute cette logistique-là qu'il faut aussi gérer. Donc je pense que ça complète un peu la mobilité des personnes dont on a parlé tout à l'heure. Mais pour parler du cas de Cotonou, c'est une ville qui est en pleine mutation, qui est en train de changer et qui, justement, avec le développement routier, est en train de se désengorger. Il y a de la décentralisation. On quitte justement la capitale économique Cotonou pour justement ériger des bâtiments publics dans la première, deuxième ceinture de la ville pour créer justement des pôles satellites qui puissent justement permettre à la ville de se désengorger. C'est combien d'habitants Cotonou? Cotonou, je sais que le Bénin on tourne autour de 14 millions, mais Cotonou vous avez un peu plus du million quand même. Après, un peu plus de du million. Et Casa? Casa, c'est entre 4 et 6 millions. 5 millions. 4, 6, ouais, entre 4 et 6 millions. Entre 4 et 6, si vous vous arrêtez avant Darboisa ou après Darboisa. C'est ça, ok, d'accord, allez-y. Donc voilà, après que ça dépend de quand vous prenez en compte la première et deuxième ceinture, là ça se grossit parce qu'aujourd'hui on parle aussi du Grand Nokoué qui rassemble en tout cas 5 pour justement avoir des transports, des RER un peu, des RER je vais dire, et puis après on a les artères principales, les bus et autres peuvent servir ces connexions principales, et après on a justement des taxis ou des motos à 2 roues qui pourront justement faire de petites distances, zone par zone, pour réduire un peu cette densité dans la ville. Ok, alors on va maintenant Sémé City. Ouais. Alors pour venir à Sémé City, justement c'est un projet qui date qui est dans le pipeline depuis 2016. Et nous, on a compris que pour faire une Smart City aujourd'hui, il faut beaucoup d'études en amont. C'est comme ça qu'on a fait le road trip en île Maurice, où il y a une Smart City, à Kigali City,
qui est une Smart City également, Zenata qu'on a visité aussi, Paris-Saclay pour avoir le côté européen. Donc on a fait ce tour-là pour éviter les copier-coller et aussi contextualiser en fait ce qu'on appelle Smart City à vraiment le Bénin, mais en même temps qui se veut ouvert sur la sous-région, mais en même temps sur l'Afrique. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de matériaux locaux, parce que moins on importe des matériaux, plus on est smart. Je prends l'exemple aussi de la collecte des eaux de pluie et de la mise en place de systèmes de traitement d'épuration d'eau de pluie. Voilà, c'est aussi smart, sans pour autant trop mettre en place une technologie de pointe. Et ça se fait peut-être par phytoépuration, il y a du bambou, il y a du charbon qu'on peut mettre pour traiter des eaux pluviales. Donc tout ça aussi c'est smart. Vous voyez, et parce qu'aujourd'hui, l'énergie est le gros problème en fait de l'Afrique, notamment en tout cas subsaharienne, parce que sans énergie, vous ne pouvez pas faire de la data. C'est bien quand je prends mon smartphone, j'ai le réseau de tramway, j'ai le réseau de transport, je peux regarder tout ça sur mon smartphone, mais mon smartphone ne peut pas marcher sans de l'énergie. Donc là aujourd'hui, nous en tout cas, chez nous, on a encore des délestages, on coupe beaucoup le courant. Coupure d'électricité. Coupure d'électricité. Donc comment on fait pour pallier à l'électricité quand vous avez un étudiant qui sort de l'école où il y a l'électricité, mais qui vient chez lui qui n'arrive pas à étudier? C'est problématique, vous rentrez chez vous ne pouvez pas allumer votre ordinateur pour travailler. Donc on ne peut pas parler de Smart City dans ces régions du monde où on n'a pas encore répondu à cette question de l'énergie. Donc déjà, ça passe par deux choses. Il y a les fermes solaires déjà, après il y a les centrales qu'on peut mettre en place. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est COP20, COP30 et autres, on en a eu encore récemment, on limite aujourd'hui en fait l'utilisation du charbon. Je prends le cas de l'Inde où voilà, ils sont pas dans la même dynamique que les COP, où ils sont beaucoup plus dans d'autres utilisations. Donc aujourd'hui, il faut allier justement cette technologie qu'on appelle smart, tant sur la mobilité, tant sur l'énergie, tant sur l'architecture, par l'utilisation des matériaux locaux. Pardon Romaric, moi j'ai pas saisi la deuxième solution. Je reviens. Vous avez dit, pour être smart, il faut absolument adresser les fondamentaux. Les fondamentaux sont la connexion, l'énergie. Vous avez, je pense, vous l'avez illustré avec l'électricité. Vous avez raison. Aujourd'hui, vous savez, en Afrique, plus de 60% des Africains n'ont pas accès à l'électricité de manière stable. Donc Romaric a parlé du mot délestage, hein, donc ça veut dire coupure d'électricité. Donc il a donné une première solution qui était liée aux fermes solaires. Je crois que c'était la première solution que vous avez dit. Quelle était la deuxième? Je n'ai pas saisi la deuxième. Oui, la deuxième, en fait, c'est aujourd'hui vous avez d'autres alternatives naturelles, hein, butane. Il y a également, en fait, aujourd'hui, enfin, les barrières, par exemple, mais tout ça demande en fait l'installation de turbines. Des barrages. Des barrages, ouais. C'est ça que vous allez dire. Okay. Ça demande l'installation de turbines, également de l'énergie. Et après, il faut aussi les transporter. Donc après, tout ça aussi ramène juste. D'industrialisation pour limiter justement ces importations-là. Et tout ça, puisqu'on est en train de mettre en place cette ville intelligente et d'autres polarités, il y a de la demande. La ville intelligente s'appelle Smart City. Smart City, c'est ça. Donc pour faire une ville, il faut de la demande. Donc plus on fabrique localement, on a en fait ces matières premières qu'on peut transformer localement. Ça nous évite d'exporter et que ce soit manufacturé et qu'on nous les revende encore un peu plus cher. Donc on est en train de mettre en place aujourd'hui des usines dans la zone industrielle. Il y a d'ailleurs une deuxième zone industrielle qui se met en place. On fabrique aujourd'hui au Bénin des carreaux, on n'importe plus. La peinture, au lieu d'importer... Quand on dit carreau, c'est carrelage. Carrelage céramique. D'accord. Carrelage céramique, revêtement sol. On n'est pas encore sur de la moquette et autres, mais ça va venir. Aujourd'hui, le Bénin, au lieu d'exporter son coton également, est en train de transformer localement. Donc tout ça, en fait, réduit un peu notre impact environnemental et contribue aussi à répondre à ces besoins que cette Smart City va nécessiter. Donc beaucoup de data et de données que vous venez de partager, merci beaucoup. D'ailleurs, vous parlez de coton, le Bénin top 4, hein, vous savez, en Afrique, ce qu'on appelle les Cotton 4, les 4 sont pays qui produisent le plus de coton. Et en plus, eux, ils ont la possibilité de produire du coton bio, éco, etc. Donc c'est extraordinaire ce que vous arrivez à faire là-bas. J'essaye maintenant d'être dans une dimension synthétique pour Smart City et puis pour le Bénin.
Donc ma question, c'est la suivante. Comment, à travers ce modèle, Semicity et le Bénin redéfinissent l'implémentation ou le modèle de développement des Smart Cities à l'africaine? En 3 points. Alors, déjà, c'est identitaire, hein, qu'on veuille ou pas. Je pense que j'ai souligné ces points-là tout à l'heure de façon un peu plus large. Identitaire. Identitaire. Ok, donc c'est... Vous pouvez élaborer peut-être? Identitaire, parce que quand vous faites aujourd'hui, je prends le cas des architectures aujourd'hui au Maroc, même la salle où nous sommes, vous voyez déjà le style architectural se sent, c'est identitaire. Vous voyez, donc c'est pas un copier-coller qu'on vous ramène en fait de l'Occident. C'est valoriser sa culture, son histoire, son héritage. Tout à fait, parce que tout vient aussi de la mentalité. Plus les enfants naissent, vous grandissez dans un milieu où identitairement on parle la langue, architecturalement vous utilisez des matériaux, visuellement et dans les manuels scolaires vous avez ces impacts identitaires, plus vous grandissez avec ce mindset-là, ça vous crée en fait une souveraineté, donc une fierté que vous exploitez, c'est ça. Fierté nationale. Ok, donc le premier point en termes de redéfinition, c'est fierté nationale et finalement valoriser ses acquis immatériels pour ceux qui connaissent et donc son héritage, son histoire. Grand 1. Ok. C'est ça. Et après, vous avez aussi l'utilisation des matériaux locaux, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous prenez le cas des pays voisins, peut-être du Maroc, qui n'ont pas les mêmes matériaux locaux. Donc vous voyez, c'est d'utiliser les matériaux que vous avez localement. Et tout ça, par ramification, ça réduit justement tout ce qui est importation. Donc vous faites travailler beaucoup plus les gens. L'utilisation va vous amener à créer des unités de fabrication et de transformation. Donc vous créez de l'emploi, de facto, des emplois directs et indirects. Donc tout ça aussi impacte forcément l'employabilité et crée de la ressource financière pour le pays. Donc grand 2, on valorise les actifs locaux. Okay, ce qu'on a à la maison, nos acquis et nos gens bien entendu, parce que ça crée de l'emploi en local. Ça c'est le grand 2. Et en 3, puisque vous m'avez demandé 3 points, ça revient encore toujours à la question de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, sans énergie, on peut pas vivre. Ouais. Mais c'est trouver justement les alternatives de quelle énergie vous utilisez. On parle beaucoup d'énergie verte. Donc c'est l'énergie verte en fait qui va vous permettre aujourd'hui à vraiment réduire justement les impacts environnementaux et créer des infrastructures respectueuses de l'environnement et répondre justement aux 17 objectifs du développement durable qui ont été mis en place par nos institutions internationales. Merci, c'est super bien. Moi j'ai adoré ces 3 points. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qualité les points, non? Oui ou non? Bah, applaudissez mes amis alors. C'était très bon ce qu'il a fait là quand même. Non, c'était très bien. Franchement, 3 points. Vous avez dit que vous pouvez nous en donner 2 de plus, mais on va garder pour les Med Days 2026. Okay. On va s'arrêter là. Bon, Christophe, Monsieur Tintoré. Alors, est-ce que je peux rebondir déjà? Oui, bien sûr. Vas-y. Allez-y. C'est interactif. Non, absolument. Je me permets. Absolument, il faut y aller. J'ai bien aimé la première question. C'est quoi Smart City pour vous? Smart en anglais, ça veut dire intelligent. Absolument. On pense tout de suite technologie, le mot technologie est ressorti. En français, je le traduirais plutôt, après tout ce qu'on a dit et écouté, par malin. Malin, c'est ça? Oui, okay. C'est malin en fonction du contexte dans lequel on est, par l'identité, par les besoins de la société qui sont différents à Cotonou, à Casablanca, à New York ou à Riyad. Donc il faut être malin pour avoir une ville qui puisse répondre aux besoins de sa population. C'est ça une Smart City. Et utiliser et développer l'économie dont on a besoin. Faire du local ou utiliser du coton, parce qu'on en a top 4, le Bénin en Afrique, et le réutiliser localement dans des matériaux dont on a besoin localement au lieu de l'exporter à l'autre bout de la planète, c'est ça qui est malin et c'est ça qui est smart pour moi. Donc Smart City, c'est la ville en fait où on est malin et on utilise socialement, économiquement et identitairement ce qu'on a autour de nous. Ouais, nos acquis pour pouvoir développer des villes comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, on est en train de progresser finalement dans notre perception. Vous avez vu, tout à l'heure, on avait commencé avec... Non, j'aime bien. Mais est-ce que justement, il y a des témoignages, des questions du public avant qu'on continue? Oui, il y a une demoiselle là-bas. Elle est où ma collègue là qui a un micro? Elle est en train de parler avec son amie. Madame. Coucou. Vous voulez bien lui donner le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour, pour moi, Si vous voulez bien peut-être vous présenter aussi, mademoiselle, pardon. bonjour, je m'appelle Wiam Borak, étudiante. Je suis intéressée pour ce domaine de l'économie. Pour moi, seulement une Étudiante où? en classe préparatoire. Ok. Ici à Oui, Tanger. ici à Tanger. Pour moi, seulement une intervention pour les smart cities. On doit plus être pour l'économie. On doit aussi respecter les normes sanitaires. Même, vous avez dit pour les réseaux de transport, même s'ils sont plus élargis. Pour moi, les individus ou bien les étudiants trouvent que c'est polluant pour eux-mêmes, pour la santé, aussi pour l'environnement. On doit aussi voir ce problème. Bon, seulement pour l'intervention, pour le premier, déjà parlé. Ok, donc je vous remercie. Vous insistez sur le fait que lorsqu'on pense à ces smart cities, la dimension sanitaire est extrêmement importante. On doit aussi penser à la norme sanitaire. Ok, merci beaucoup, vous avez raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir avant le prochain commentaire? Moi, je trouve la question assez intéressante. Il y a un côté que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, parce que nous, ce qu'on fait à CMS-City, c'est quoi? C'est que plutôt que de faire du tout béton, je prends l'exemple en fait du relief du site. Le site que nous avons n'est pas très accidenté, mais toutefois on a des redans. Donc vous voyez, les redans là, en fait, pour ceux qui sont un peu familiers au mot, on les utilise comme pour en faire des nous. Les nous, en fait, si vous voulez, c'est comme des collecteurs d'eau, mais tout naturel. Si vous avez un site qui a un creux, on profite en fait de ce creux-là, parce qu'il y aurait des pentes qui convergeraient vers ces trous, je veux dire. Mais plutôt que de tout bétonner et autres, on les utilise. On met des plantes qui nous permettent de traiter, de mettre en place de la phytothérapie, je vais dire, pour traiter l'eau. Et ça nous évite en fait le malaria. Nous, en fait, au Bénin, je prends le cas du Bénin, on a encore le paludisme qui tue beaucoup de personnes. La malaria, on l'appelle dans d'autres pays. Donc du coup, on permet, enfin, pour répondre à ce côté sanitaire-là, on traite directement ces eaux qui sont collectées, qui permettent d'être drainées directement et naturellement, pour ne pas stagner, parce que plus ces eaux-là vont stagner, ça va créer des moustiques, et ces moustiques, en fait, justement, iront piquer les gens et ils vont attraper le malaria. Donc ça, déjà, c'est une dimension qu'on essaie de mettre en place, et ça réduit aussi l'utilisation de tout béton, parce qu'aujourd'hui, dans la ville, on nous a toujours montré qu'il faut bétonner les caniveaux à ciel ouvert dans lesquels les gens mettent des ordures, parce que c'est maintenant qu'on a mis en place un système de collecte de déchets, parce que la population produit du déchet à chaque heure, chaque minute, ou est-ce qu'on les met à la fin de la journée, à la fin de la semaine? Mais tant qu'il n'y a pas une collecte qui se fait, la municipalité se doit de le faire, c'est ce qui a été mis en place au Bénin notamment, qui est dans cette ville également. Et quand l'usager ne sait pas où mettre ses ordures, justement, il va les déverser dans ces caniveaux à ciel ouvert. Donc aujourd'hui, ces caniveaux ne sont pas la plupart du temps curés pour que l'eau puisse s'évacuer. Ce qui crée d'ailleurs la non-circulation de l'eau en saison pluvieuse et qui crée l'inondation dans les villes, la plupart des villes en Afrique subsaharienne. Donc effectivement... Romaric, est-ce que bon, là, on va un petit peu dans le détail, mais c'est une question pour moi essentielle, c'est ce qu'on appelle le waste management, donc le management des comment on dit? Des déchets, merci. J'ai oublié le mot en français. Quelle solution vous préconisez, vous, alors, par rapport à ça? Comment ça se passe au Bénin? Comment faites-vous pour, justement, gérer ces déchets? Alors aujourd'hui, dans le Grand Nokwe que j'ai évoqué tout à l'heure, ce sera la même chose en fait dans CMS-City. C'est qu'aujourd'hui, ce Grand Nokwe a mis en place un service municipal. Donc Grand Nokwe à nouveau, parce que ça Grand Nokwe, en fait, ça regroupe les métropoles, pas que Cotonou, Porto-Novo, les deux capitales, je veux dire, et puis les grosses métropoles qui convergent, qui gravitent autour de cette polarité. Donc du coup, il y a une collecte qui se fait plusieurs fois par semaine. Il y a des centrales d'enfouissement qui sont mises en place pour traiter également ces déchets lourds, déchets ménagers. Et voilà, il y a une économie circulaire qui est créée. On ne brûle plus alors? Il n'y a plus de centre d'incinération? On enfouit. Il y a un traitement aussi qui est fait. Il y a un Avant d'enfouir, on traite? Exactement. Okay. Et après, il y a tout ce système qui a été mis en place. Et justement, ça répond au transport justement dont on parlait, parce que quand vous transportez des déchets, vous ne pouvez pas passer forcément dans les artères principales, vous avez des transports de personnes. Donc tout ça aussi contribue à désengorger un peu la ville et ne pas engorger les artères de circulation de personnes et de biens. D'accord. Donc pour répondre rapidement à la question. Ok, excellente question, madame qui est en pleine classe prépa. Je suis sûr que vous allez avoir un avenir brillant.
Est-ce qu'il y a d'autres gens là qui ont des questions aussi brillantes? Allez-y, mademoiselle, voilà, merci. Vous vous levez s'il vous plaît et vous vous présentez. Il faut qu'on sache qui vous êtes quand même. Bonjour, moi je m'appelle Zineb, je suis aussi étudiante en classe préparatoire, d'ailleurs c'est ma camarade. Ah, voilà. J'ai une question juste pour les Smart Cities. En fait, je crois au début, pour la question que vous avez demandé, si on a des Smart Cities au Maroc, je crois que on n'a pas conscience jusqu'à quel niveau une ville va être considérée comme Smart Cities. Donc moi, ma question, c'est à quel niveau on peut considérer une ville comme Smart City et si on a des exemples au Maroc. Très bonne question. Waouh. Bon, les classes prépa, c'est du niveau là. Hein. Vous devriez être à ma place en fait. Alors, qui prend la question? Ah, il n'y a plus personne là, ça y est. Je veux bien essayer. Commencer. Alors, déjà les points qu'a évoqué tout à l'heure justement notre cher ami, à laquelle j'ai répondu sur 3 points. En fait, ça vous permet déjà, en fait, parce que les 17 ODD, Objectifs de développement durable, mis en place par l'OMS et autres, ne sont pas forcément atteignables par toutes nos villes. Parce qu'aujourd'hui, il faut de la ressource financière pour faire tout cela. Mais déjà, quand vous répondez déjà à aux questions du transport, des personnes et des biens, donc déjà dans un certain conglomérat, c'est déjà très important. Que ce soit la mobilité dont a parlé Christophe, que fait le RATP Dev, et la mobilité douce, surtout la mobilité douce, c'est très important. Parce que la mise en place de transports en commun vous permet de limiter en fait le transport individuel. Aujourd'hui, on sait tous que chacun veut avoir sa voiture, c'est compliqué parce que ça vous crée du trafic. Plus on mettra les transports en commun en place, ça crée beaucoup plus, ça répond beaucoup plus à une Smart City déjà. Ensuite, la digitalisation de ces transports-là, c'est une autre dimension pour moi. Parce que tous les pays ne peuvent pas se qualifier en Smart City au même degré. Vous prenez un pays comme la France, New York ou Tokyo, c'est très smartisé parce que, bon, la digitalisation y est, mais vous allez dans un pays comme le mien, le Bénin, on ne peut pas parler de Smart City parce que je n'ai même pas encore de l'énergie pour apprendre mes cours le soir quand je quitte l'école. Vous voyez? Ensuite, quand vous parlez de... Ça, c'est le volet transport. Le volet énergie, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des panneaux solaires à titre individuel. Vous avez des villes qui, dans les artères principales de la ville, sont en panneaux solaires, donc il n'y a pas d'énergie. L'énergie, elle est verte, donc ça aussi, c'est une Smart City. Après, il y a aussi les matériaux locaux que nous avons évoqués tout à l'heure, qui limitent justement le transport et l'import également. Donc rien que ces 3 notions-là, et la notion justement des déchets et de l'assainissement des eaux et autres, permettent de qualifier une ville déjà comme smart. Et encore une fois, comme je dis, on ne peut pas les mettre au même degré parce qu'on a les grosses villes métropolitaines qu'on connaît aujourd'hui dans le monde. Mais est-ce que vous faites un classement là? Non, est-ce qu'on est en train de dire que New York est plus smart que Cotonou? Pas forcément parce que l'on ne parle pas déjà des mêmes critères. Voilà. Les critères sont totalement différents. Juste pour compléter, pour répondre à la question, je ne pense pas qu'on puisse mettre un référentiel. Parce que votre question, c'est est-ce qu'il y a un référentiel? Quel est ce référentiel? Et où en sommes-nous, en tout cas au Maroc, pour les villes principales? Il n'y a pas de référentiel. En fait, Romaric vient de dire qu'en fonction du pays, du contexte économique, du contexte social, du contexte de développement, on peut qualifier une ville ou pas de smart. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est malin et en fonction du contexte, on a réussi à changer ce référentiel et à se dire que Cotonou est smart parce qu'elle a utilisé le local, elle a favorisé son emploi localement, elle a utilisé ses ressources premières à l'intérieur du pays au lieu de les exporter. Ça, je trouve ça smart. Donc chaque ville, à mon avis, doit construire son propre référentiel. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un référentiel smart pour le monde entier. Ça serait illusoire et ça ne sert à rien. Et à la fin, on arriverait avec un classement qui dirait que Tokyo est numéro 1 parce que tout est digitalisé, parce que tout est bancarisé. On n'utilise plus d'argent liquide dans ces villes-là, dans ces pays-là, comme dans d'autres d'ailleurs. Mais il y a d'autres pays où il y a encore tout ce cash. Donc ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. À mon avis, on ne peut pas le classer, quoi. Absolument. Peut-être compléter là-dessus et après on passera à un autre sujet. Mais une chose est clairement sûre, en tout cas c'est mon avis, et vous êtes les experts, il serait absolument scandaleux de dire que New York est plus smart que Cotonou ou autre.
Je pense que, comme vous l'avez dit, sur chaque catégorie, on a des éléments de Smart à apprendre des uns des autres. Ce qui arrive à ma question, qui était de dire, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter d'un point de vue approche Smart au reste du monde? Quels apprentissages on peut avoir? Vous avez notamment parlé tout à l'heure de la dimension les actifs immatériels, qui sont l'héritage culturel, l'héritage historique, etc., etc. Donc, comment aujourd'hui, vous, en tant qu'expert, vous percevez l'Afrique aidant dans le modèle, dans la redéfinition, du modèle mondial d'urbanisation et de smart city? Merci, je vais rapidement commencer à répondre à la question. Je pense que le premier sujet, le premier point que moi je vois, c'est dire les transports, hein. Je pense que l'Afrique n'a pas attendu le reste du monde avant d'utiliser des transports en commun. Vous le savez tous, avant on utilisait souvent les taxis. Aujourd'hui, en Europe, on a les transports en commun avec des applications, le covoiturage. Nous, on a toujours fait du covoiturage depuis des lustres, donc ça déjà, c'est Uber avant l'heure. Uber. On a d'autres mœurs, on a d'autres usages, et je pense que c'est très important. Je me rappelle encore, pour moi qui suis architecte, avant, je prends le cas du Bénin, c'est le cas de pas mal de pays en Afrique. Avant, on ne payait pas l'architecte pour construire sa maison. On ne payait pas l'architecte pour... On ne payait pas. Pourquoi? Dans les villages, c'est des familles, on va appeler tous les hommes du village qui viennent aider Paul aujourd'hui. Quand ils finissent, sa femme fait à manger, tout le monde mange, on ne monnayait pas. Demain, c'est la maison de Jacques, on va construire sa maison, sa case, sa femme fait à manger le soir, on mange ensemble. Ça avait le partage des compétences et de l'expérience pour la communauté. Exactement. Mais c'est le fait d'être venu en métropole où les gens ne se connaissaient pas qu'il faut payer Paul, Jacques pour venir l'aider à construire sa maison. Donc là, on paie les services. Donc tout ça, je pense que vous allez remarquer, vous allez dans les pays aujourd'hui en Occident, ils envient beaucoup l'Afrique parce que l'Afrique, on est très communautaire, on est très entre Tunisiens, Marocains ou Béninois, Maliens, Sénégalais. Quand on se voit, on s'aide bien. Enfin, vous voyez, par contre, les autres, on a beau être sur le même palier à l'étranger, on ne se salue même pas. Donc ça, je pense que beaucoup nous envient, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on est beaucoup plus... je pense que ça nous sépare beaucoup plus qu'autre chose. Donc c'est des choses qu'on peut... C'est des points qu'on ne peut pas vraiment prendre pour des référentiels, parce qu'aujourd'hui, la globalisation et la mondialisation, pseudo-mondialisation, fait que les gens aujourd'hui, l'humain, on ne place plus l'humain vraiment au centre de beaucoup de choses. On peut travailler à distance, on peut faire plein de choses, alors qu'aujourd'hui, nous en Afrique encore, on a cette chance de travailler ensemble, parce qu'on est moins digitalisé que le reste du monde. Et malheureusement, on aspire à être plus digitalisé et rattraper le gap, le soi-disant gap, alors qu'en cherchant à rattraper ce gap-là, il y a des valeurs qu'on va perdre, et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à contextualiser ce que nous appelons vivre ensemble, tout en étant digital et tout en répondant aux nouveaux outils que le monde nous offre aujourd'hui. J'adore ça, merci Romaric, très fort, j'aime beaucoup, effectivement, si on doit retenir le message de Romaric, c'est finalement intégrer avec fierté tout ce qui fait de nous, Africains, les valeurs, l'héritage à nouveau, la culture et l'histoire, pour développer le futur, l'urbanisation, et puis définir un nouveau modèle finalement. C'est ça la clé, c'est définir un modèle qui n'est pas un copier-coller de ce qui se passe à New York, à Londres ou à Tokyo, mais un modèle qui est authentiquement africain et que le reste du monde peut apprendre de cela. D'ailleurs, j'en repasse à Christophe, on en a parlé tout à l'heure, Christophe, et ce sera ces deux questions en un finalement. C'est à travers votre expérience de 5 ans ici à Casa, est-ce que vous avez appris des choses sur les marchés marocains que vous avez pu, avec RATP Dev, appliquer ailleurs? Je crois que vous revenez tout de suite de Riyad, là vous étiez en Arabie Saoudite. Oui, j'ai fait un petit break en Arabie Saoudite pendant 1 an. Je suis de retour au Maroc. J'allais rebondir là-dessus, sur la première question. Absolument. Moi, je ne suis pas africain, donc c'est plus simple. Vous allez le devenir? Peut-être. Il est déjà, il ne sait pas encore. Ok.
Je suis français, j'ai vécu au Canada, aux États-Unis, en Australie, un peu à Riyad, effectivement, et au Maroc. Et pour répondre à votre première question, je reviens sur l'identité. Et ce qui est fort pour moi en Afrique, c'est l'humain. Donc par rapport à tous ces autres pays, et je suis moi-même d'un pays occidental et j'ai vécu beaucoup dans des pays très occidentalisés, comme les États-Unis. Ce que je retire de l'Afrique, c'est ce potentiel humain et ce vivre ensemble. Pardon, je reprends le mot, mais je pense qu'il est très bon. Et ce vivre ensemble, c'est ça qui fait... les pays entre eux, parce qu'il y a des hubs. Il y a 2 semaines dans un autre événement à Rabat, et on parlait des corridors africains logistiques, plus logistiques, mais aussi de personnes. Et donc il faut mettre l'humain et garder cette identité et ce savoir vivre ensemble au cœur de toutes les gouvernances et de tous les projets, parce que c'est ça qui fait la force. Moi, peut-être que je vais devenir africain un jour, je ne sais pas. Je vous l'ai dit, vous l'avez déjà, vous ne savez pas encore. Je me plais ici grâce à ça, je vais dire à cause de ça. Grâce à ça, où d'autres pays ont perdu ce vivre ensemble, et je mets le mien, mon pays, dedans, hein, dans le lot. Et c'est ce qui fait la force, à mon avis, de l'Afrique. Et il faut penser toute la gouvernance et tous les projets autour de ça. Et faire grandir ces populations. Alors, le transport, oui, évidemment, c'est au cœur des choses. Tout à l'heure, je disais, maintenant, au lieu de mettre 2h30 pour arriver d'Erarma jusqu'en centre-ville, on peut le faire en moins de 30 minutes grâce au développement des transports. C'est évident, on va plus facilement à la fac, à l'université ou dans les écoles. C'est évident pour une somme qui est en plus presque, j'allais dire dérisoire. C'est pas dérisoire pour tout le monde. C'est un tarif raisonnable. Mais en tout cas, ça donne de l'accessibilité avec un ticket qui coûte 6 dirhams ou un abonnement mensuel qui coûte 150 dirhams. Donc c'est une accessibilité au savoir qui fait grandir aussi les populations. Donc c'est ça le cœur du sujet, à mon avis. Merci messieurs. Il nous reste... ils ont 16 minutes. Il restait 14 minutes tout à l'heure, il s'est repassé à 16. C'est extraordinaire le temps. C'est magnifique, ça, c'est smart. Le temps est reparti alors. Le temps, il se décompte pas, il augmente. Magnifique. Bon, alors moi, ça me donne l'occasion de donner la parole. Ah tiens, il y a une demoiselle. Mademoiselle, excusez-moi de vous... Mademoiselle, est-ce qu'il y a une dame là-bas qui a levé la main? Ah, il y a quelqu'un d'autre aussi? J'ai pas vu. Il y a 3, 4, 5, waouh! On vous fait beaucoup travailler, hein. Depuis tout à l'heure, vous avez... La pauvre. Me lever. Désolée, mademoiselle. D'accord. Ok, bonjour. Bonjour. Je m'appelle... bon, c'est pas grave, les téléphones sont tombés. Je m'appelle Manal Bentahar. Je suis export manager Afrique pour le compte d'Aluminium du Maroc. Donc pour le compte de qui? Aluminium du Maroc. C'est parmi les plus grandes entreprises qui font l'extrusion des profilés aluminium pour les fenêtres, les portes, les façades des bâtiments. Aujourd'hui, je suis très impressionnée par la Smart City de 400 000 hectares qui a été construite. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est déjà finie à Cotonou, est-ce qu'elle est déjà finie ou pas, mais bon, vous allez nous dire après. Semicity, hein. Vous parlez de Semicity. C'est ça, effectivement, Semicity. Moi, j'ai une question pour Monsieur Atok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, comme architecte, est-ce que vous prescrivez les matériaux on ne va pas dire de qualité, mais qui respectent un petit peu ce concept de Smart City? Parce qu'aujourd'hui, je parle du point de vue de mon poste, moi qui travaille dans le bâtiment et qui travaille beaucoup avec les sociétés de construction.
Malheureusement, aujourd'hui en Afrique, on est surtout sur tout ce qui est économique. Je parle de profil aluminium. On pense qu'à fermer les trous, comme ils disent. On ne pense pas à ces profilés. Je parle toujours de profilés parce que je suis dans le domaine. On ne pense pas à ces profils aluminium qui vont faire une fenêtre qui va respecter, on va dire, l'étanchéité phonique, l'étanchéité thermique aussi. Malheureusement, aujourd'hui, en Afrique, on est toujours sur l'économique. Et je me disais, est-ce que vous, comme architecte, est-ce que cette bataille aussi, parce que je sais que c'est très difficile, comment vous menez cette bataille-là? Voilà. Merci. Merci madame. Alors la question, je vais la répondre de façon très simple. Comme j'ai l'habitude de le dire sur certains panels, vous savez, un être humain c'est un droit humain d'avoir un toit. D'accord? Comme tout être humain, il va avoir un toit. Par contre, avoir une architecture, c'est du luxe. Vous voyez? Et quand vous êtes un être humain, se nourrir, c'est vital. Manger, savourer, déguster, c'est autre chose, c'est du luxe. Donc vous avez malheureusement des populations aujourd'hui, toute personne veut avoir son toit. Ça aussi, c'est la culture. Culturellement, aujourd'hui, tout le monde veut avoir son chez, sa petite case, sa petite maison. Et comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, il ne pense pas, en fait, il veut juste avoir un toit. Mais évidemment, quand il voit le voisin qui fait une maison à, je sais pas, à 5 000 euros, lui, le voisin ne lui dit pas, mais lui aussi il veut une maison, mais sauf qu'il a 50 000 euros, la moitié. Donc lui aussi, voulant un toit, il veut boucher les trous, en fait. Il fait juste un clos couvert, architecturalement, qui soit beau, qui soit efficace. Et malheureusement, encore en Afrique, c'est ça. On n'a pas encore la notion des logements collectifs. Enfin, ça a commencé dans d'autres pays, mais sous nos cieux, notamment en Afrique subsaharienne, les gens veulent avoir leur toit parce que même ça pose des problèmes sociaux. Parce qu'on trouve que Médecin, lui, il travaille, je ne sais pas quoi, dans l'institution Mesdays, il n'a même pas un toit. Il a 30 ans, il vit encore chez ses parents, ils sont 5 dans la même maison, donc il veut arriver à construire, sortir de l'appartement de ses parents pour avoir un toit, et dans ce souci-là, il ne peut que boucher des trous. Et c'est ça qui revient à la réponse que je vais vous donner. Nous, c'est assez difficile pour nous, parce que je prends le cas du Bénin, on n'a pas d'école, donc raison pour laquelle nous on fait, pour un architecte qui exerce au Bénin, il a forcément fait l'étranger, et quand on rentre, c'est difficile d'expliquer aux gens, mais voilà, avoir un toit, c'est vital, mais avoir une architecture, et vous payez les frais aussi d'un architecte, c'est compliqué. Mais on prescrit justement des produits, rupture pont thermique, double vitrage, vitrage trempé, et ça, on parle du luxe. Et ça, sur des projets, des ERP comme celui-ci, on les propose, mais pour quelqu'un qui veut juste avoir une case, malheureusement, il veut du cheap, et puis bon, donc on est obligé de prescrire en fonction de qui on a en face, et voilà, ne pas donner de la confiture non plus à quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. Merci. Merci. Alors, j'ai bien aimé cette analogie gastronomique. Remettez le micro, là, remettez le micro. Ici on préfère de l'amelou, hein, par ailleurs. Nous, la confiture, là, bon. Alors, moi, je vais parler aux étudiants qui sont là. On a des gens qui, peut-être, demain, voudraient devenir architectes comme vous. Hein? Est-ce que, bon, je suis conscient du temps, mais peut-être en 2 minutes, expliquer votre parcours. Je crois que vous avez fait le Japon, notamment. Mais ces gens qui sont ici, qui peuvent demain prétendre à ces jobs d'architecte, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Et à nouveau, dans cette thématique qui est aujourd'hui de redéfinir un modèle d'urbanisation et de smart city mondiale à l'inspiration africaine, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Alors très rapidement, c'est déjà en fait, ayez pour objectif en fait de répondre aujourd'hui aux défis architecturaux et urbanistiques. On a parlé de plein de choses tout à l'heure. Il faut avoir de la connaissance déjà pour répondre à ces besoins et à ces valeurs que nous prenons. Déjà, c'est la première chose. Et dans cette quête-là, vous allez en fait vous documenter. Et si chez vous, il y a des centres de formation, des universités qui vous aident à acquérir ces compétences-là, vous les fréquentez. Mais à défaut, pour aller au-delà, donc avoir un cran, mais vous pouvez aller dans un pays ou un autre, aller piocher ce qui se fait dans ces pays-là. Vous faites un melting pot qui vous permet en fait une sauce en fait, et puis vous dites ah tiens, j'ai été aux États-Unis, voilà ce qu'ils font là-bas. Malgré le climat, j'ai été en Asie, en Chine, à Shanghai, voilà ce qu'ils font là-bas. J'ai été en Europe, voilà ce qu'ils font. Vous faites un melting pot et puis vous dites ok, je le ramène chez moi, je veux le contextualiser. Ça vous ouvre le champ plus large, vous avez une vision mondiale. Et après, vous contextualisez. Il faut toujours contextualiser. Et c'est ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, il faut éviter les copier-coller, parce que les usages ne sont pas les mêmes, les mœurs ne sont pas les mêmes, les valeurs ne sont pas les mêmes.
Donc contextualisons les choses. Donc, ce serait bien qu'on puisse avoir plein d'architectes de par le monde, mais on va se former, on va faire des recherches, des formations, et puis après on rentre chez nous et on contribue à ces institutions locales à contextualiser tout type de projet pour répondre toujours aux besoins humains. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on retient du Japon? Parce que moi, j'ai été très impressionné tout à l'heure. Il m'a dit qu'il allait au Japon. Combien de temps? Alors, j'ai fait 3 ans et demi. 3 ans et demi au Japon. Dans quelle ville? Tokyo. Tokyo. C'est ça. Et donc, c'est 3 ans d'architecture? 1 année de langue japonaise et 2 années d'architecture. Ok, allez-y. Parlez-nous en japonais, là. Ben, je dirais juste bonjour, ohayo gozaimasu. Gozaimasu, ok. Même si je mentais, personne ne comprendrait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de bienvenue? Parce que vous savez, là, il y a les télés internationales. Hein. Peut-être qu'il y a une télé japonaise qui nous regarde, là. Un petit mot à toute la population japonaise qui nous regarde à travers Tokyo, Yokohama et Osaka. Allez-y. Kyoko koni kite arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Waouh! Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, là, franchement. Magnifique. Un accent extraordinaire, hein, par ailleurs. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui et puis je vous souhaite de rentrer chez vous comme vous êtes venu. Merci. Waouh. Magnifique. Très impressionnant. Apparemment, le timing est faux. On vient de m'indiquer qu'il nous reste 3 minutes en réalité. Alors, tiens, il y avait plusieurs interventions. Monsieur, on va vous donner la parole, mais on vient de me dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, on va limiter votre intervention à 30 secondes. Allez-y. Au but, pardon. Quand on parle de Smart City, de ville durable, etc., il y a un élément pour moi qui est vraiment très intéressant, c'est la question de ce respect, de ce mode, ou bien de ce style de vie, à la fois pour la consommation et pour la production. Je donne un exemple. Si on prend la Médinette de Fès, donc il y a cette particularité de concentrer des milliers de gens dans un petit, voilà, dans un, on va dire, une surface plus ou moins pas très large, mais qui nécessite bien sûr des besoins très particuliers. Alors si on essaye de ne pas répondre bien sûr aux besoins de la population et pour la consommation et pour la production, on risque de se retrouver dans une ville qui n'est ni smart ni durable. Donc ça, voilà, pour moi, respecter à la fois le style de vie de la population et pour la production et pour la consommation, pour qu'on arrive à avoir une vie à la fois durable et intelligente. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'était le monsieur qui avait commencé par mettre l'humain au centre des réflexions. Très bon point. Et il insiste maintenant sur la dimension sociale et sociétale. 1 minute 45 il nous reste. À qui on va donner il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole avant qu'on clôture? Allez-y. Quelqu'un voulait prendre la parole? Non? Oui, ok. Allez-y, mademoiselle. Allez-y. Mademoiselle, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé, mais vous voyez la montre. Hein. 30 secondes, vous avez. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Lina, je suis une étudiante en classe prépa. Ma question est simple. Pourquoi juste les villes grandes comme Casa, je sais pas, Rabat, Tanger, qui se développent, mais les petites villes, comme je dirais, je sais pas, des petites villes qui ne se développent pas au niveau transport et tout ça. Ok. Donc pourquoi un développement accru des grandes villes et des petites villes qui prennent un peu moins de temps? Messieurs, vous avez 15 secondes, chacun. C'est parti. Je pense que personne n'est oublié, les grandes villes, les moyennes villes et les petites villes. Sauf qu'on commence par construire en fait des colonnes vertébrales. C'est comme construire un humain. D'abord, sur le corps humain, il y a d'abord la colonne vertébrale. Donc on s'attache à développer d'abord les grands axes, donc les corridors, relier les villes entre elles. À l'intérieur des villes, on essaye de faire des grandes villes qui sont reliées les unes aux autres dans un pays ou dans une région ou sur un territoire. Dans les grandes villes, on essaye d'abord de faire les colonnes vertébrales et après, par capillarité, désolé, j'utilise un mot qu'on utilise en transport, mais c'est ça, on va descendre à des villes moyennes et puis à des villes et à des plus petites villes. Mais je pense que dans les schémas, personne n'est oublié. On commence juste par les hubs, les axes principaux et après, par granularité, on descend. Et après, je laisserai peut-être
Je laisse peut-être Romaric à Ouais, finir. parce que voilà, le temps est fini malheureusement. Ah oui, c'est 0. T'as vu, c'est 0. Mais on est un panel un peu particulier, vous l'avez dit au début. Donc bon. Après, il y a le phénomène d'urbanisation et de concentration à des endroits qui s'appellent des villes et qui deviennent des grandes villes ou des mégalopoles, à laquelle moi je ne sais pas répondre, mais un architecte saura certainement répondre. Non, moi je pense que tu as tout dit, on va pas prolonger trop le débat. En fait, on quitte toujours le macro, d'accord, là où il y a une densité qui répond beaucoup plus à une grande partie de la population, et puis après, ça descend tout seul à la petite échelle. Je prends l'exemple de, si je vous demande, enfin on vous demande d'exprimer vos demandes aujourd'hui, pour les traiter, ces demandes-là, on prendra toujours la demande qui vient de la plupart des gens. C'est donc tout à fait naturel qu'on commence par ces nœuds vibrants où il y a plus de population, et tout doucement on descend justement vers ces zones micro. Comme ça, on répond justement au transport. Parfois dans les métropoles, vous avez les services, mais ceux qui répondent à ce service-là, qui viennent travailler, les mecs qui répondent à ces services, vivent justement dans les zones, dans les zones qui gravitent autour de la capitale, mais il y a les transports qui répondent à ce besoin de leur permettre de venir en fait dans ces métropoles-là et de pouvoir travailler. Donc c'est tout à fait naturel. Voilà. Et écoutez, après, pour clôturer, il y a une volonté politique ou pas d'urbaniser ou de ruraliser ou de garder une partie de cette ruralité aussi. Ça dépend de la gouvernance et de la politique générale. Merci Christophe. Je comprends qu'il y avait encore d'autres questions. Malheureusement, on n'a plus de temps. On vient de me faire plusieurs signes de ce côté et derrière là qu'il faut absolument clôturer. C'était le panel dédié aux Smart City et à l'urbanisation. À retenir, je pense, élément important, en 2050, 66% des gens vivront en zone urbaine. L'Afrique dans tout ça, l'Afrique doit et peut, à travers son héritage, son histoire, sa culture et tous les actifs immatériels, l'Afrique peut proposer au monde un nouvel modèle d'urbanisation et de développement durable. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Will Biacob. J'étais accompagné aujourd'hui de Romaric Atoké et Christophe Tentoré. Messieurs, merci d'être venus. Hein ?